Bonsoir, madame et messieurs. C'est avec un grand honneur et un grand plaisir de pouvoir assurer la modération de cette session qui nous réunit aujourd'hui, qui porte un peu sur le genre, mais aussi l'investissement climatique. Et on va voir à travers ce panel très riche qu'on a pu proposer une série d'interventions qui va porter sur cette thématique et pour mettre en exergue l'importance du genre dans le financement de l'action climatique. Mais juste en guise d'introduction, les données climatiques et études observations révèlent que le Sahel est particulièrement vulnérable à l'impact du changement climatique. Et dans ce contexte, le changement climatique aggrave des facteurs de fragilité déjà complexes et multidimensionnels. Et en raison des rôles et dynamiques de genre, les femmes et les filles sont de plus en plus touchées, avec des conséquences à tous les niveaux, économiques, sécuritaires et sociaux. Les effets du changement climatique, notamment la déforestation, les inondations, la sécheresse, l'érosion des sols, affectent la productivité des agriculteurs, avec un impact sur le revenu et une augmentation des inégalités économiques causées par la compétition pour les ressources de plus en plus rares. Les femmes, qui assument souvent la plus grande responsabilité dans l'approvisionnement en ressources naturelles et sont donc particulièrement vulnérables aux effets des chocs climatiques et environnementaux, restent désavantagées dans l'accès aux financements existants actuels, à la prise de décision en matière d'adaptation et aux fonctions aussi de leadership. À cela s'ajoute une hausse des charges domestiques et du travail non rémunéré, ainsi que des risques de violence basés sur le genre. De plus, les femmes sont pourtant un acteur clé dans la mise en œuvre des mesures d'adaptation au changement climatique et dans la transition vers une économie verte. En effet, grâce à leur expertise et leur savoir-faire, les femmes vivant en milieu rural sont en mesure de faciliter l'adoption et la mise en œuvre de techniques de gestion des terres et de l'eau et de s'approprier des technologies vertes. Elles ont un grand potentiel en termes d'innovation, mais aussi actrices du changement et décideuses aussi au niveau des ménages et communautés. Donc, l'objectif de cette session qui nous réunit aujourd'hui dans le cadre de cette 27e COP, c'est de pouvoir partager avec vous les principales conclusions des résultats du profil genre régional qui indique l'économie circulaire et les emplois verts des femmes comme des leviers pour la résilience du Sahel. Mais aussi, l'objectif aussi consiste à identifier l'impact différencié et multidimensionnel du changement climatique sur les femmes et les effets sur leurs moyens de subsistance et la résilience économique. Et aussi, nous voulons aussi partager avec vous quelques bonnes pratiques sur le plan politique et programmatique pour soutenir le rôle essentiel des femmes dans les stratégies d'adaptation et favoriser surtout une transition vers une économie verte et inclusive. Et enfin, le dernier objectif de cette session, c'est d'identifier ensemble des options et recommandations spécifiques au contexte pour faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le Sahel dans le cadre de la finance verte. Et pour ce faire, notre session sera déroulée comme suit. D'abord, nous aurons l'opportunité d'avoir M. Alhamdou Dorsouma, directeur pré-intime de la Banque africaine. Normalement, cette session devait être ouverte par Mme Laila Ali Kamar, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la Mauritanie, qui est empêchée pour cette session. Mais je pense qu'avec le directeur intérim de la BAD, on aurait en tout cas l'ensemble des éléments explicatifs pour bien démarrer cette session. Et enfin, après cette allocution, nous allons maintenant présenter les résultats de l'étude qui a porté sur le profil genre au niveau du Sahel, qui sera présenté par Aïssatou Dosso, chargée supérieure genre et innovation à la BAD. Et enfin, la dernière partie, en tout cas la plus importante de cette session, c'est le panel. Et nous aurons l'opportunité de donner à chaque panéliste une bonne dizaine de minutes pour échanger un peu
sur des questions qu'on a déjà préparées et discutées. Et donc, et enfin, nous allons faire un dernier tour de table et donner aussi l'occasion aux différents participants de poser des questions, mais surtout aussi de contribuer avec des recommandations concrètes pour faire progresser l'intégration du genre dans les politiques. Et donc, sur ce, on invite M. Alhamdou Dorsouma de venir au niveau du podium pour juste donner ses mots d'ouverture. M. Dorsouma, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Je m'appelle Alhamdou Dorsouma, je suis chef du département par intérim en charge du changement climatique et croissance verte à la Banque africaine de développement. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est d'une actualité importante, le rôle des femmes dans l'action climatique, comment l'accélérer, et en particulier dans le contexte du Sahel. Et dans cette région, nous savons tous que plus de la moitié de la population est composée de femmes. C'est donc plus de la moitié des victimes du changement climatique qui sont des femmes. Mais ces femmes sont en même temps des actrices importantes pour bâtir la résilience face au choc climatique que nous vivons actuellement. Mais ce n'est pas que le Sahel, c'est dans toute l'Afrique qu'on observe que les femmes sont parmi les plus touchées par le changement climatique et de façon plus large par les différentes sortes de dégradations environnementales. Cela est dû notamment des différents rôles que les hommes et les femmes jouent dans la société, c'est vrai. Cela dépend également des secteurs dans lesquels les femmes travaillent. En effet, les femmes travaillent dans les secteurs qui sont très dépendants des facteurs climatiques, des chocs climatiques. Des secteurs comme l'agriculture, où elles représentent plus de 70% de la main-d'œuvre sur le continent. Le secteur du tourisme, par exemple, où les femmes représentent 47% de la main-d'œuvre, sont particulièrement exposées aux risques climatiques. Et d'autres facteurs, c'est aussi le manque d'accès à l'information et au réseau d'expertise locale par les femmes, ainsi que leur forte implication en tant que gardiennes des savoirs liés aux plantes et à la médecine qui y est associée. Les femmes ont également, au-delà des facteurs qui limitent leur capacité à prendre activement part à l'action climatique, elles ont un rôle de responsabilité traditionnelle également au sein des ménages et des communautés, notamment des activités telles que la fourniture d'eau, l'énergie domestique, etc., sont assurées par les femmes. Cela les expose et en même temps, si ces activités sont renforcées, la résilience de ces activités sont renforcées, cela permettrait également aux femmes de renforcer leur résilience. Et pourtant, la question du genre et de l'intégration du genre dans les activités liées au climat sont souvent occultées dans les débats sur le changement climatique et également sur le dialogue politique et économique que nous avons souvent avec nos clients, nos gouvernements. Dans le Sahel, les pays affichent, c'est vrai, des inégalités du genre qui sont très importantes, avec des scores qui sont alarmants quand on compare avec les autres régions. Et je pense que cette région a beaucoup de travail à faire en assurant une meilleure égalité du genre, surtout quand il s'agit de faire face au changement climatique qui est devenu un impératif majeur pour l'ensemble de la région et des pays de la région. Un rapport récent de la Banque africaine de développement et de ONU Femmes révèle que les femmes sont susceptibles de se retrouver dans les chaînes de valeur les moins juteuses de l'économie verte si on ne prend pas garde. Seulement 35% de la main-d'œuvre dans le secteur des énergies renouvelables actuellement en Afrique est assurée par les femmes. Et pourtant, elles constituent une force indispensable pour bâtir la résilience dans ce secteur-là. C'est donc consciente de cette situation que la BAD a abordé dans le cadre de sa stratégie sur le genre, le lien étroit entre genre et économie verte. Et
directeur de notre approche dans nos activités liées au climat. Et réciproquement, nous avons également adopté récemment un cadre stratégique sur le changement climatique qui met un accent particulier sur le genre, présentant le genre comme un domaine d'intérêt particulier en matière de lutte contre le changement climatique. Et cette approche nous permet de mettre un accent sur des activités telles que la possibilité d'identifier des investissements spécifiques liés pour permettre aux femmes de jouer un rôle important dans l'action climatique. Et cela passe par l'identification d'abord des défis auxquels les femmes sont confrontées et également les opportunités de financement qui existent pour bâtir la résilience dans ce secteur. L'autre aspect important, c'est que les femmes travaillent beaucoup dans le domaine informel en Afrique et en particulier dans le Sahel. Et il existe des opportunités pour formaliser, rendre plus formelles les entreprises, les activités informelles des femmes. En rendant cela formel, on permettrait également de bâtir la résilience de ces activités face au changement climatique en lui accordant plus de ressources et en leur permettant l'accès aux différentes sources de financement, aux marchés, aux intrants également, leur donner la capacité la possibilité de renforcer leurs capacités. Je m'en vais finir en disant que sur le plan opérationnel, la BAD prend également des actions pour réduire les écarts des écarts du genre dans le domaine du changement climatique, en tenant compte des vulnérabilités spécifiques des femmes et des hommes et en renforçant les investissements dans l'accès aux mécanismes de financement. Nous avons par exemple le Fonds pour le changement climatique en Afrique, un fonds qui a été lancé par la BAD depuis 2014, qui a, au cours de son dernier appel à projet, mis un accent particulier sur les projets. I just when it's a woman that's making the move, I just asked the woman to be a little bit more careful. Dans le cadre de son dernier appel à projet, qui sont liés au genre et à la résilience climatique, et 10 seront finalement sélectionnés pour un montant de 18 millions de dollars au financement. Et nous avons également d'autres activités, notamment la production de la connaissance, pour améliorer surtout la perception des acteurs sur les questions liées au genre et au climat. Nous avons par exemple le profil régional genre pour le Sahel, qui nous a permis d'identifier les leviers pour actionner la résilience climatique et inclusive dans le Sahel pour faire face aux questions liées au genre. Parmi ces leviers, figurent par exemple des secteurs tels que les énergies renouvelables dont j'ai parlé tout à l'heure, les questions d'emploi vert pour les femmes et les questions liées à l'agroalimentaire. Enfin, pour nous, il importe d'arriver à une Afrique qui tienne compte des dimensions liées au genre, où toutes les forces vives de la nation, des nations, sont valorisées, y compris les hommes et les femmes, et qu'on ait une approche inclusive en vue de définir les voies, les moyens pour bâtir la résilience dans le Sahel en réduisant les disparités qui sont liées au genre. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention et je nous souhaite tous des délibérations fructueuses. Merci. Merci vraiment, M. Alhamdou. Je pense que vraiment, cette note introductive vraiment donne les grands points saillants qui seront discutés tout à l'heure pendant le panel. Et je pense que vous avez bien fait mention actuellement des facteurs bloquants qui limitent un peu la participation et la valorisation des femmes dans la lutte contre les changements climatiques. Mais aussi, vous êtes aussi revenu sur la stratégie de la BAD, notamment le profil genre qui indique les leviers sur lesquels la stratégie sera mise en œuvre, mais aussi surtout le fonds qui a pu permettre à identifier une série de projets et d'idées de projets portés et qui vont contribuer à l'intégration du genre dans la lutte contre les changements climatiques. Et enfin aussi, je pense que vous avez aussi identifié l'ensemble, surtout mettre en avant le genre comme étant un levier de lutte contre les changements climatiques. Jusqu'à présent, on parle d'intégration des genres sur les changements climatiques, mais considérer le genre comme étant un levier constitue pour nous une perspective actuelle, mais aussi va permettre de renforcer l'intégration du genre sur les changements climatiques. Et enfin, je pense que ce profil aussi a
pu identifier quelques pistes d'action, notamment le domaine des énergies renouvelables, les emplois offerts, mais aussi l'agroalimentaire, des secteurs qui non seulement peuvent permettre à générer plus de revenus, mais contribuent aussi à une économie verte en Afrique. Donc, je pense que c'est un mot qui campe beaucoup bien le décor, et justement, pour avoir plus d'informations sur ce profil genre qui a été réalisé, on va donner le soin à Madame Aïcha de pouvoir revenir un peu sur ce profil genre, présenter les résultats de ce profil genre pour avoir une meilleure idée sur pourquoi la BAD a considéré le genre comme étant un levier d'action sur la lutte contre les changements climatiques. Donc, Aïssa, vous allez intervenir en ligne, donc je pense que vous pourrez partager la présentation, je l'espère. Monsieur Alhamdou, je pense que vous pouvez, si pour mieux visualiser l'étude. Merci Samba. Aïcha, oui, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Donc, vous pouvez très bien. partager. Il me semble que la présentation est déjà partagée par Camille sur place. Donc, je vais procéder et puis dire suivant à chaque fois qu'on doit changer la slide. Voilà. Vous avez 7 minutes pour la présentation. Très bien. Et je vais faire ça très court parce que l'essentiel des discussions va se tenir au niveau du panel. Nous avons un panel d'experts qui va pouvoir approfondir les questions. Mais tout d'abord, merci Samba pour la brillante introduction et merci Alhamdou pour votre allocution d'ouverture. Bonjour à toutes et à tous, je suis depuis Abidjan, je m'appelle Aïssatou Dosso, je suis chargée du genre et innovation à la Banque africaine de développement. Je vais peut-être couper ma caméra parce que Internet est assez stable, mais je voulais me présenter. Je vais donc continuer la présentation sans la caméra. Mon intervention d'aujourd'hui va se focaliser sur, comme le disait le modérateur, les principaux résultats du profil genre régional du Sahel, qui est une étude financée par la banque afin de fournir justement des évidences sur l'état d'égalité du genre au Sahel et sa contribution potentielle aux questions indissociables de résilience, de développement et de paix. L'étude met un accent particulier sur les problématiques urgentes, dont le changement climatique, et vise justement à soutenir les politiques et programmes de la région basés sur des évidences, afin d'accompagner les pays dans l'élimination des barrières structurelles à l'égalité des genres. Comme l'a mentionné le modérateur, l'étude identifie un certain nombre de leviers, dont l'économie circulaire, mais aussi les emplois verts pour les femmes, comme levier pour accélérer la résilience des pays du Sahel. Je vais donc peut-être vous présenter quelques données rapides qui illustrent justement les disparités entre les hommes et les femmes dans la région, qui démontrent également les causes profondes de l'impact disproportionné du changement climatique sur les femmes, mais surtout qui soulignent aussi la nécessité d'accélérer le financement climatique axé sur le genre. Suivant. 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 Merci. Les données dressent un portrait assez clair de la situation. On sait que les femmes au Sahel sont particulièrement actives. Elles sont actrices de développement par leur participation effective dans les secteurs clés de l'économie et leur rôle très central dans les questions prioritaires de sécurité alimentaire, de résilience familiale, de résilience communautaire également face au changement climatique, mais aussi aux impacts multidimensionnels des chocs de fragilité. On voit aussi que la région affiche les disparités suivants, affiche des disparités les plus marquées entre les hommes et les femmes, avec un score de l'indice de l'égalité du genre moyen de 31,9%, qui est l'écart le plus marqué du continent. La moyenne continentale est à 48,4%. Et ceci indique donc que, au travers des dimensions qui sont mesurées par l'indice, soit la dimension sociale qui inclut par exemple des indicateurs comme l'éducation, la santé,
La dimension économique qui inclut l'accès au crédit, le pourcentage d'emplois vulnérables, par exemple, et la dimension de représentation qui reflète un peu le positionnement des femmes dans les secteurs publics et privés. Ce que ça indique, le 31,9%, c'est qu'il y a un écart entre les hommes et les femmes de 68,1%. Et donc, on constate qu'effectivement, les femmes sont particulièrement défavorisées. C'est le cas également, comme on le voit ici, pour le taux moyen d'achèvement du primaire qui est à 44,1% pour les filles contre 49,4% pour les garçons. Au secondaire, on voit que l'écart se poursuit avec un taux d'achèvement qui est très bas et une fréquentation des jeunes filles qui est en baisse et qui démontre que plus on avance dans les maillons supérieurs de l'éducation, moins il y a de participation féminine. Suivant. Alors, ces disparités qui s'affichent très tôt, hein, comme on l'a vu avec les données au primaire et au secondaire, cachent des réalités qui sont précises et qui entravent le plein potentiel des jeunes filles, notamment en raison de la charge domestique et de soins, le travail non rémunéré, qui est essentiellement porté par les filles et les femmes. Ces charges qui incluent la collecte de l'eau, par exemple, la collecte du bois également, démontrent que l'effet des changements climatiques, dont par exemple l'assèchement des terres et des eaux, affectent particulièrement et de manière disproportionnée les filles dès leur plus jeune âge au Sahel. Ces disparités, comme on le voit dans les données qui sont affichées, se poursuivent à l'âge adulte et se répercutent notamment dans la nature et dans l'étendue des opportunités qui sont accessibles aux femmes et aux hommes. Donc, on voit par exemple que l'accès au financement et encore plus au financement climatique pour les femmes reste extrêmement limité. Il est par exemple estimé que le taux moyen d'emploi, comme on le voit ici, informel, s'élève à 84% chez les femmes contre 89% chez les hommes, que la possession d'un compte bancaire est seulement de 20% chez les femmes, donc 34% chez les hommes. Suivant. On voit également donc le compte bancaire, on a l'accès au crédit qui est à 4,5% des femmes au niveau du Sahel. Suivant. On a également donc le pourcentage de possession de propriétaires fonciers au Sahel qui est à 32% pour les femmes. Donc on voit effectivement que il y a malheureusement une position de vulnérabilité des femmes au Sahel. Suivant. Suivant. Désolée. Voilà. Alors, donc ce qu'on constate, c'est que ces facteurs combinés posent un risque plus qu'un risque d'ailleurs, une réalité de surreprésentation des femmes dans les maillons inférieurs et très peu sécurisée des chaînes de valeur vertes qui sont émergentes dans la région et nécessitent justement d'accélérer l'accès au financement vers des femmes. Suivant. Ceci, donc, la nécessité d'accélérer le financement est d'autant plus pressant que le secteur agricole est porté à 49,8% par les femmes et surtout qu'elles sont responsables de l'essentiel de la production alimentaire qui va jusqu'à hauteur de 70% au Mali. Cependant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a énormément de freins justement à leur plein potentiel, notamment l'accès aux technologies, l'accès à l'information, l'accès au financement, on l'a vu, qui reste très limité, l'accès aux compétences également qui peuvent accélérer justement leur capacité d'adaptation et leur capacité d'atténuation et d'accès justement aux technologies intelligentes face au climat. Suivant. Alors, tout ceci est un paradoxe parce qu'effectivement, on voit que les femmes sont particulièrement actives dans les chaînes de valeur, qu'elles sont très actives justement dans des secteurs clés comme les secteurs de l'agriculture. Et les chiffres sont également parlants parce qu'il est estimé qu'en donnant aux agricultrices le même accès aux facteurs de production qu'aux hommes, il est possible d'augmenter le rendement des cultures de 30%
et de nourrir justement 150 millions de personnes supplémentaires en Afrique, ce qui ultimement permettrait d'accélérer la résilience des pays du Sahel face au changement climatique. Je pense que c'est la fin de la présentation. Donc, vraiment, le but de cet aperçu bref, j'espère, était de souligner l'importance de la thématique, mais surtout de poser les bases à la discussion du panel et qui vont enrichir justement la discussion de leur expertise et de leur expérience et surtout partager les bonnes pratiques dans leurs différents niveaux d'intervention. Donc, je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une excellente session. Samba, je vous repasse la parole. Merci vraiment, Aïssata. Je pense que l'exposé a été clair et surtout, je pense que les données indiquées ici montrent clairement les défis qui se posent toujours par rapport à la dimension genre dans la lutte contre les changements climatiques. Mais aussi, ça pose le débat par rapport à l'importance des femmes par rapport aux activités économiques actuellement. Du moment que actuellement les femmes continuent d'utiliser toujours, d'être au premier plan en termes d'économie informelle, mais aussi surtout l'accès au crédit qui demeure toujours encore faible et la possession de terres encore toujours faible par rapport comparé aux hommes. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est le dernier slide, c'est à part égale, lorsque vraiment on donne les mêmes accès aux hommes, cette étude montre qu'il pourrait y avoir une augmentation de plus de 30% des rendements agricoles. Donc, pourquoi pas donc donner la chance, accorder la chance aux femmes pour encore améliorer la sécurité alimentaire en Afrique. Et justement, maintenant, pour entrer sur étayer davantage ces différents propos et résultats du profil, on va inviter maintenant, commencer un panel de discussion en invitant Madame Swadata Aboubakrin au panel, s'il vous plaît, Madame Swadata. Madame Swadata Walet Aboubakrin est expert en droit des peuples autochtones et minorités, fortement engagée pour le bien-être des communautés rurales, notamment les femmes et les jeunes. Elle est aussi spécialiste pour la mise en œuvre des projets de développement et humanitaire. Par ailleurs, elle est aussi secrétaire générale et chargée du programme de l'organisation Tin Hinan. Je pense que je l'ai bien prononcé. Madame Wallet a été aussi observatrice du Fonds Changement Climatique CIF de 2011 à 2021. Encore, on invite aussi M. Elwavi. Elwavi, s'il vous plaît. M. Elwavi Mohamed est directeur du climat et de l'économie verte au ministère de l'Environnement et du Développement durable de la Mauritanie. Il cumule une expérience de plus de 34 ans dans le domaine de la formulation de projets de développement en rapport avec les enjeux du changement climatique, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, de même que l'économie verte. M. Elwavi est un partenaire de longue date d'ENDA. On a beaucoup fait ensemble. Ensuite, sur le panel aussi, on invite Madame Sylvie Yameogo. Sylvie Yameogo, sociologue de formation. Madame Dieta Sylvie Bassono Yameogo est dotée d'une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans la communication et le développement et de plus de 11 ans dans le domaine des énergies renouvelables. Elle a assuré la fonction de chargée de programme de communication au sein du programme national de biodigesteur du Burkina Faso. En 2021, elle est actuellement chargée de la formulation d'une note de conceptuel de projet de mise en place d'un secteur marchand de la technologie du biodigesteur en Guinée, avec bien sûr l'accompagnement du PNUE. Et enfin, notre dernier panéliste sera Madame Rachwa Abou Al-Hassan. Je pense que je l'ai bien prononcé. Madame Racha est coordonnatrice eau et habitat pour le CICR, titulaire notamment d'un diplôme d'ingénieur civil et d'un master exécutif sur la gouvernance environnementale et l'élaboration des politiques. Elle a conçu beaucoup de programmes eau et habitat basés sur des stratégies de délégation avec gestion, selon une approche axée sur les résultats. Elle développe des programmes de partenariat avec les sociétés nationales et les autorités gouvernementales
afin de répondre aux besoins humanitaires et de renforcer les capacités en soutien programme et autres. Donc, Madame Abou Hassan dispose d'une expérience de travail à travers divers pays tels que le Soudan, le Pakistan, la Mauritanie, le Mali, la RD Congo et aussi en Égypte. Donc, maintenant, pour commencer, on va commencer toujours par ma gauche avec Madame Souadata, disposant de cette expérience forte sur la mobilisation, le bien-être des communautés. Quels sont réellement actuellement les défis spécifiques aux femmes sahéliennes face au changement climatique et quelles sont leurs techniques de résilience? Mais aussi, est-ce que vous pourriez aussi revenir un peu sur quelques activités vertes portées par les femmes au Sahel et comment les soutenir davantage? Parce que vous avez entendu parler de M. Alhamdou qui a fait mention du programme ou bien comment dirais-je, de l'appel à projet. Et là, actuellement, en plus de cela, est-ce qu'il y a des mécanismes financiers qui existent et qui peuvent soutenir davantage les femmes? Donc, 5 à 10 minutes pour un peu élaborer davantage sur ces deux questions. Merci, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci aux participants d'être venus nous écouter. Et je ne sais pas, la voix, ça va? C'est bon? Et voilà, comme il a dit, je suis du Sahel et du Burkina. Et voilà, je vais partager ces quelques éléments, ces quelques informations avec vous. Et je me permets de vous saluer d'abord dans ma langue maternelle, qui veut dire je vous salue beaucoup. Donc, les femmes sahéliennes vivent dans un environnement impacté par les changements climatiques, bien sûr, depuis très longtemps, bien avant que ces processus actuels de lutte contre les effets du changement climatique ne déclenchent. Elles ont ainsi développé des connaissances dans les domaines d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Les connaissances, parmi ces connaissances, par exemple, pour ne pas prendre trop de temps, parce que si je les cite une à une, on n'en finira pas. Il y a par exemple les connaissances astrales. D'ailleurs, les femmes pastorales qui sont dans la salle et les nomades en savent quelque chose, peut-être certaines plus que moi. Mais dans ma culture, il y a ce qu'on appelle Taho Betna Bakar. Taho Betna Bakar, ça veut dire les moutons qui se traînent ou contraignent. Je ne suis pas trop linguiste, mais c'est à côté de ça, je pense. Et pour cet exemple, par exemple, de connaissances en moyenne d'atténuation, mais aussi d'adaptation, cela permet aux femmes, mais aussi à certains hommes, pour ne pas les exclure, donc, de savoir que 6 mois avant, il y aura une sécheresse, une grande sécheresse. Et ça se connaît à travers les astres, en regardant le ciel. C'est sûr que dans les grands buildings, on ne pourrait pas pratiquer cette connaissance, mais bon, on est toujours, malgré toutes les situations, toujours dans nos terroirs. Voilà, la plupart d'entre nous en tout cas. Donc, ça c'est juste un des exemples. Et puis, vous avez aussi l'exemple même de l'habitat traditionnel. La tente est vraiment spéciale, l'habitat et tout ce qui s'ensuit. Ça veut dire que c'est les femmes qui savent, selon telle saison ou telle saison, selon que ce soit une saison pluvieuse ou bien la saison froide ou bien la saison sèche, à quelle direction il faut lever la partie de la tente qu'on utilise le plus, l'entrée ou là où on reste le plus. Et autour de ça, il y a plusieurs autres trucs culturels, spirituels. Par exemple, en saison froide,
on ferme une des parties, j'ai oublié maintenant laquelle. Peut-être il y a un homme quand même qui peut secourir. Donc, on interdit de tourner vers ce côté parce qu'on s'est dit que pour éviter aux gens, certainement pour les protéger, surtout les enfants, les personnes vulnérables, de partir de ce côté et faire face aux aléas climatiques, à la fraîcheur et au grand vent glacial. Bon, glacial dans les déserts, il y en a. Hein? Donc, on dit complètement qu'il y a des diables là-bas. Il ne faut pas tourner de ce côté. Vous voyez, donc c'est la jonction entre la culture et le côté spirituel en même temps. Et c'est en relation effectivement avec les changements climatiques, l'adaptation et l'atténuation. Et si je viens aux moyens alimentaires, le côté de résilience, qui a aussi certainement ses sources dans ces questions d'adaptation, vu que, comme je l'ai dit, ce côté-là du Sahel qui continue, qui se ramifie dans la partie désertique de nos pays, dans cette zone-là, ces communautés, et particulièrement les femmes, ont encore développé des moyens de résilience du côté alimentaire. Et c'est pourquoi il y a par exemple la transformation du bourgou. C'est aussi basé sur les moyens qu'ils ont. Et le bourgou, c'est vrai, on parle du désert, on parle du Sahel, mais il ne faut pas oublier que dans nos régions, il y a aussi le fleuve quelquefois qui passe, il y a les oasis, il y a les mares, et pendant les saisons pluvieuses, il y a les rivières, voilà. Donc, ce n'est pas toutes les zones qui sont totalement sèches. Et là, le bourgou, il rentre en jeu pour se priser non seulement pour les animaux, mais aussi pour les humains. Les femmes, elles les transforment et elles l'utilisent à la place du miel et pour les boissons, pour beaucoup de choses. Et ça, le côté résilience, c'est qu'on les met dans les outres que vous connaissez pour les nomades, qui sont bien faits pour la conservation à base de cuir. Et ça reste pendant toutes les saisons, alors que le bourgou, lui, c'est surtout pendant la saison hivernale seulement qu'on les trouve frais et qu'on peut les transformer. Voilà. Il y a aussi les autres produits de cueillette. Ils sont très nombreux et diversifiés, mais je vais en citer quelques-uns qui sont un peu connus et d'autres un peu exotiques en voie de disparition. Je ne sais pas si les photos sont là ou bien il y a des fruits là-bas, des photos de fruits et de gommes arabiques. Et la gomme, on a la chance de l'avoir avec nous ici. Après la session, vous serez invité aussi à voir ces produits et à les toucher. La gomme, nous, bon, on ne considère pas qu'il y a des microbes, hein, on la consomme comme ça à n'importe quel moment. Donc, vous êtes invité à la consommer aussi. On peut la consommer, la sucer comme un bonbon. Et elle a beaucoup de vertus que certains d'entre vous connaissent parce que, bon, en plus des connaissances traditionnelles, il y a aussi le côté scientifique qui utilise beaucoup la gomme. Donc, vous avez le baobab qui est très connu et qui est très utilisé comme boisson, comme médicament aussi contre la constipation et bien d'autres choses. Je suis sûre que les frères mauritaniens, tous les deux produits, ils sont contents que ça soit cité. Hein? Et puis, il y a les grévias. Et les grévias, je peux voir les grévias, ils sont comme les jujubes, mais ce n'est pas des jujubes. Et ils sont en voie de disparition. Je pense que la photo va sortir. Ils sont vraiment en voie de disparition, les grévias, mais on a la chance de les trouver encore dans certaines de nos zones. Je vais y revenir sur les grévias. Donc, je vais passer aux techniques de résilience et d'adaptation. Donc, elles sont utilisées de façon naturelle dans toute la vie quotidienne des communautés pastorales. Par exemple, les mortiers. Les mortiers, chez les sédentaires, ils restent là, on pile et puis on les renverse.
Mais pour nous, les nomades, pour pouvoir l'utiliser, ne pas avoir et les tam-tams à part et les mortiers à part, ça fait trop de bagages pour déménager. Alors, les tam-tams, il est utilisé aussi par nos femmes. Il y a une photo ici également entre les tam-tams, si ça sort. Je ne sais pas, un moment, ça va sortir. Et donc, c'est un instrument qui est purement utilisé dans ma culture par les femmes. C'est les femmes qui tapent les tam-tams chez nous. Et c'est le même mortier qu'on utilise pour les céréales, qu'on utilise en même temps pour s'adapter et pour ne pas aussi... Madame Soirée, est-ce que vous pouvez juste résumer à 2 minutes? Bon, on m'a dit 10 minutes. Oui, oui, oui. Ok. Pour ne pas aussi trop couper le bois. On gâte nos noms très souvent, on dit que nous sommes là pour détruire la forêt. Pourtant, on a vraiment dans nos cultures d'ancrage traditionnel le soin d'entretenir le peu, surtout que nous, on a le problème de les avoir en disparition. Et il faut joindre le culturel toujours pour nous, parce que on parle du tam-tam aussi, parce que ça guérit, ça nous guérit. Il nous faut la musique, il nous faut la danse. Ça guérit l'anxiété, ça guérit beaucoup de choses. Voilà. Chez les Peuls aussi, vous avez les calebasses. Il y a la calebasse là-bas au fond. La Peul, Diallo, tu peux soulever ta calebasse. Voilà, elle va la soulever, la calebasse. Et la calebasse, c'est un peu comme le mortier également. Vous savez qu'on l'utilise pour beaucoup dans l'alimentaire, pour boire nos gapales, nos laits, etc. Mais on l'utilise aussi encore pour la musique. Cependant, de nos jours, ces connaissances techniques élites ont besoin d'être fortement soutenues à cause des crises multidimensionnelles. Les nouvelles formes d'effets dépassent le pouvoir des femmes et des communautés. Les températures à plus de 50 degrés, des inondations sans précédent. À cela s'ajoutent les problèmes sécuritaires liés des fois à la convoitise des ressources naturelles qui se caractérisent par des violences des droits des communautés et peuples entiers qui ont commencé depuis la colonisation et actuellement, cette insécurité a atteint un niveau, supérieur et qui nous laisse perplexes. Nous ne connaissons plus le nombre de victimes, victimes de femmes violées et filles, victimes d'enlèvements, de tortures, de tueries barbares, massacres de communautés, hameaux, villages et zones entières sont déplacés et réfugiés. C'est la réalité d'où je viens, moi, et de la zone des 3 frontières qui concerne le Burkina, le Mali, le Niger, mais peut-être aussi ailleurs en Afrique de l'Ouest. Et voilà. Merci. Tu peux continuer ou... Parce qu'on va vous donner l'opportunité, lorsqu'il y aura des questions, vous allez revenir pour Ok, je vous remercie. Donc, je pense que sans plus tard, merci encore à Mme Souadatou. Maintenant, on va passer le témoin à chez Elwavi pour juste revenir un peu sur comment la question du genre a été intégrée ou bien est intégrée dans les actions de protection de l'environnement en Mauritanie, mais aussi comment améliorer la représentation des femmes dans le dialogue politique sur le climat et la finance climatique. Merci Fall. Merci à la BAD pour cette invitation. Malgré que je ne suis pas spécialiste dans le genre, mais je vais essayer quand même de porter ma petite brique par rapport à l'édifice pour dire que force de constater que la femme aujourd'hui et hier et demain est une force motrice de grande valeur qui a bâti toutes les sociétés, qui a contribué fortement à l'existence humaine. Avant d'attaquer le sujet, je rappellerai toujours ces mêmes conclusions concernant l'inégalité aujourd'hui entre les sexes dans les différents domaines sociaux économiques. Cette inégalité est plutôt visible, comme ça a été dit un peu plus tôt, à travers
l'inégalité dans l'accès aux différents facteurs de production. Et là, on parle de la formation, on parle de l'accès à la finance, y compris la finance climatique aujourd'hui, l'accès à l'information aujourd'hui, au-delà de l'aspect de l'éducation qui est la base de toute capacité à produire aujourd'hui. L'éducation des femmes est bien sûr déficitaire par rapport en termes d'inégalité. À ces facteurs s'ajoutent d'autres facteurs exogènes tels que la mortalité maternelle et autres, qui est un des défis aujourd'hui dans la région africaine de façon globale et le Sahel en particulier. À tous ces éléments sont compliqués aujourd'hui au niveau du Sahel par la dimension changement climatique. Le Sahel aujourd'hui est l'une des zones les plus affectées, les plus touchées par l'impact du changement climatique. Et cet impact a généré forte immigration des populations, mais pas sans résultat, malheureusement, difficile sur la composante féminine qui reste dans le milieu rural pour soutenir l'existence de la famille, alors que les forces motrices, pour la plupart, font cet exode pour essayer d'être dans des zones de production ou des zones de travail comme les grandes villes. Pour parler particulièrement de la partie nationale, de la partie Mauritanie dans cet échiquier que je viens de tracer, je dirais qu'il y a une forte volonté aujourd'hui de promouvoir un rôle plus important à la femme. Si on regarde les chiffres, je ne détiens pas beaucoup de chiffres d'ailleurs, si on regarde les chiffres, on voit que l'évolution de l'éducation entre 2000 et 2018, le taux de scolarité est passé pour la composante genre, la composante fille, de 83% à presque environ 100% pour les filles. Je dirais bien l'accès à l'école, l'accès au tout début. Le taux d'achèvement du primaire en Mauritanie aujourd'hui est passé de 45% à 76% entre 2000 et 2018. Le passage du secondaire, aujourd'hui, on peut constater 55 filles sur 100, 55% qui passent du secondaire vers le lycée, et contre 61 garçons, 61% pour les garçons. Tous ces éléments, en termes d'éducation, sont aggravés par le contexte socio-économique de la société elle-même. Il est plus facile aujourd'hui pour une famille qui a un enfant qui accède à l'université ou au lycée de le faire déplacer pour continuer ses études en reposant sur l'existence d'un cousin ou d'un parent ou d'une structure donnée, que de faire ce transfert pour une fille. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ceci rend l'accès à l'éducation pour les filles extrêmement difficile. Parce que pour qu'une fille accède à l'université ou autre, il faut, au-delà de la dimension économique de cet aspect, il faut que toute la famille se déplace. Et ça pose généralement un grand problème. Au-delà d'autres conditions sociales, telles que les mariages précoces et autres. Ceci, c'est vrai, c'est la page un peu sombre par rapport à la composante genre en Mauritanie, mais c'est pas, le tout n'est pas sombre.
aujourd'hui, pour dire que les autorités publiques essaient de surmonter ces défis à travers la création, l'institutionnalisation de structures qui ont en charge de promouvoir ce secteur. Aujourd'hui, en Mauritanie, il y a un ministère qui est dédié uniquement à la femme et à l'enfance. Et ça, c'est un élément très important. Dans la réglementation pour assurer une forte présence de la femme, aujourd'hui, 20% du taux électif au niveau du Parlement est dédié aux femmes. C'est un minimum, le taux de 20%. Ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas briguer un taux plus supérieur, mais c'est un taux positif qui est dédié déjà à la femme. Si on regarde au niveau municipal, au niveau local, on voit que la femme, il est exigé que le second rang de toute liste électorale soit dédié aux femmes. Et ça, c'est des aspects positifs qui sont alloués pour donner de la chance et de l'opportunité à la femme. Mais le chemin est un peu long et il nécessite toujours des efforts conséquents, surtout dans un contexte climatique extrêmement difficile et dans un monde rural où l'impact est strictement sensible sur les ménages. Et là, c'est la femme qui supporte le fardeau le plus. Merci vraiment, M. Elwabi. Je pense que c'est assez clair. Je pense qu'actuellement, il y a beaucoup, même s'il y a une page sombre qui est encore là, mais je pense qu'il y a des efforts qui ont été déjà consentis par les autorités de la Mauritanie pour promouvoir davantage le genre, aussi bien sur l'éducation, mais aussi sur les acteurs économiques. Donc maintenant, pour passer à un exemple particulier, c'est le programme national du biodigesteur au Burkina Faso. Donc on va maintenant accorder à Mme Sylvie Yamaogo l'opportunité de revenir un peu sur cette technologie, le biodigesteur, et comment réellement le genre est intégré sur le déploiement de cette technologie au Burkina. Et surtout, revenir un peu sur comment, quels sont les mécanismes ou bien les initiatives mises en œuvre pour soutenir davantage l'entrepreneuriat des femmes dans ce secteur bien défini. Donc, Madame Sylvie, vous avez 5 à 7 minutes pour un peu revenir sur ces 3 questions. Merci. Merci, Monsieur le modérateur. Et merci à la Banque d'avoir donné l'opportunité à l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre de partager son expérience sur la promotion de la technologie au niveau de ces 8 pays membres. Pour revenir sur la définition de la technologie, je ne vais pas aller sur le volet technique, mais c'est dire que c'est une solution qui permet justement de renforcer la résilience des femmes face aux défis extrêmes du climat auquel elles font face. Et en écoutant le chef de département tout à l'heure de la BAD, le chef de département de l'économie, du changement climatique et de la croissance verte, mais aussi en regardant les résultats qui ont été partagés par Madame Dosso, ça renforce l'idée que la technologie du biodigesteur permet vraiment à la femme d'avoir des solutions qui lui font se renforcer face à ces défis climatiques-là. Elle permet d'avoir des solutions, une solution propre d'accès à une énergie durable grâce au biogaz que fournit la technologie. Donc, cette énergie-là lui permet de cuisiner facilement, d'avoir accès à la cuisine propre, également de pouvoir éclairer certaines parties de la maison, mais aussi de bénéficier d'un fertilisant organique qui lui permet de produire mieux, d'aussi intégrer cet effluent qui vient du biodigesteur dans la production de compléments alimentaires pour les animaux, d'améliorer sa production, mais également de pouvoir commercialiser le surplus de compost que lui permet
de produire la technologie. Donc, sur les questions de sécheresse qui impactent l'accès au bois, l'accès à l'eau, la technologie permet à la femme de disposer d'une énergie propre pour cuisiner, mais également d'améliorer sa productivité, de l'énergie pour pouvoir cuisiner, mais également de la nourriture, de quoi préparer, parce qu'il ne s'agit pas de répondre seulement à la question énergétique, mais de pouvoir aussi mettre quelque chose dans la marmite pour pouvoir préparer. Et ce sont ces questions-là aussi qu'adresse la technologie du biodigesteur en améliorant les productivités au niveau des ménages. Donc, sur l'intégration du genre au niveau des chaînes de valeur de la technologie, il faut noter qu'on retrouve surtout les femmes en amont, surtout en tant que consommatrices de cette solution-là, parce qu'elles ont compris très vite que la technologie pouvait les aider à résoudre ces problèmes liés au changement climatique. Et au niveau des autres segments, la dynamique commence à venir, notamment sur la commercialisation du compost, sur également l'intégration de femmes en tant que chefs d'entreprise au niveau du secteur privé, que ce soit au Burkina, en Guinée, au Mali ou bien encore au Sénégal. On retrouve des chefs d'entreprise qui sont des femmes et qui arrivent, quand je prends le cas par exemple pour le Burkina, d'une chef d'entreprise, d'une entreprise coopérative de construction de biodigesteurs qui arrive quand même à un chiffre d'affaires annuel moyen de 13 millions de francs CFA et qui emploie une quinzaine de personnes. Ça commence à être des résultats qui sont intéressants au démarrage. On a également des productrices qui commercialisent le compost. Il faut dire que cette année, du fait de la crise en Ukraine, au Burkina, mais également dans beaucoup des pays du Sahel, on a eu des difficultés à avoir accès aux intrants pour les exploitations agricoles, ce qui a permis au compost qui est produit par le biodigesteur d'avoir un meilleur positionnement au niveau un meilleur intérêt en tout cas au niveau des producteurs. Et on est passé d'un coût moyen qui tournait autour de 40 000 francs pour la tonne de compost à un coût qui est entre 60 et 100 000 francs la tonne. Et quand vous prenez une installation la plus petite, on est dans la capacité de produire environ 48 tonnes de compost par an. Donc, quand vous faites le calcul pour des exploitations agricoles qui sont en moyenne de 3 hectares et qui ont besoin de 5 tonnes par ces entreprises-là au niveau des pays, de ces pays membres, pour que les structures focales nationales, mais également pour que les gouvernements puissent s'impliquer un peu plus dans la promotion de cette technologie-là. Au niveau institutionnel, il y a aussi des femmes qui sont engagées dans la promotion de la technologie, notamment sur des compétences techniques comme responsable technique, chargé de communication. On en a en Guinée, au Mali et également au niveau, je le disais tantôt, des entreprises et qu'il faut encore renforcer pour permettre à plus de femmes d'intégrer ces métiers de la technologie consommatrice d'un produit. Et le peu de femmes que l'on a déjà montrent des entrepreneurs qui ont des business models qui sont rentables
et qui demandent à être soutenus pour pouvoir renforcer cette action des femmes au niveau des métiers verts de la technologie, du biodigesteur et de l'économie circulaire de façon générale. En termes de mécanismes mis en œuvre, c'est surtout l'action de renforcer l'accès à l'information pour les femmes, mais aussi de montrer l'attractivité que représente ce secteur-là. Au niveau de l'Alliance, la technologie est prouvée. La démarche est aussi une démarche de création d'un secteur, donc d'une activité économique. Et donc, c'est la stratégie qui est promue sur l'ensemble des États qui font partie de l'Alliance. Donc, c'est une approche marchande qui permet d'avoir des résultats et aussi d'avoir des programmes qui sont ancrés sur la durée et qui garantissent des résultats. Et c'est ce business model-là que nous voulons développer à travers les actions de l'Alliance, non seulement au niveau des États membres, mais aussi en intéressant les gouvernements qui connaissent très peu la technologie, vous le remarquerez, pour que celle-ci soit inscrite au niveau des stratégies et des actions prioritaires de ces différents États-là. Merci encore, Mme Demeyoko. Je pense que cet exposé est revenu vraiment sur l'importance, je pense, comme vous l'avez dit, de l'approche marchande. Et ceci permet en tout cas de faciliter le déploiement de ces technologies, mais aussi, je pense, comme vous l'avez dit, l'intégration du genre, ce n'est pas une chose abstraite. Je pense que c'est quelque chose qu'on vit de jour en jour. Il y a des femmes d'entreprise, mais aussi des femmes qui sont chargées de la communication et qui travaillent de l'amont jusqu'à vraiment l'aval de la chaîne de valeur de cette unité. Mais je pense, comme vous l'avez dit, c'est le plaidoyer politique qui manque et qui nécessite d'être renforcé, mais aussi l'appui financier pour pouvoir mieux mettre à échelle ces technologies en Afrique de l'Ouest. Donc maintenant, on va changer complètement de cadre. On va maintenant demander à Mme Racha de revenir un peu sur la promotion, la dimension du genre dans un contexte de fragilité. Donc, quels sont réellement les défis des femmes réfugiées face au changement climatique et comment on peut adresser de façon holistique la problématique pour mieux répondre à non seulement la dimension de la fragilité, mais aussi la dimension de lutte contre le changement climatique. Merci beaucoup. Merci pour donner l'opportunité pour le CSR pour amener cet point nouveau de la situation dans de population dans qui vivent dans des situations de guerre. Maintenant, je peux donner un petit chiffre. Pourquoi on voulait parler de cette situation de conflit armé ou autre situation de violence? Parce que si on regarde dans les régions de Sahel, on va trouver il y a 4,5 millions de personnes déplacées. Et ça dans le Mali, le Niger, les Burkina Faso. Ça, c'est une augmentation de double de les chiffres qui étaient il y a deux ans avant. Ces populations, 80% de ces populations, elles travaillent dans l'agriculture. Et ça, elle donne nous une image comment le secteur d'agriculture est affecté maintenant. Ça, elle va affecter aussi la situation de notre sécurité alimentaire. Si on regarde ces déplacés, on va trouver bien sûr beaucoup le pourcentage de femmes et les enfants, c'est très grand. Pourquoi on dit les femmes, elles sont vulnérables? Parce que là, dans une situation de conflit, les femmes sont toujours mises en danger, non seulement en raison de leur proximité avec les combats, mais aussi parce qu'elles pouvaient être délibérément ciblées en tant que tactique de trafic de guerre ou autres risques de blessures ou de violences sexuelles. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont vulnérables dans ces situations, beaucoup de vulnérables. Et
aussi l'accès aux soins de santé, l'accès de nourriture. Les femmes dans les situations de guerre, elles prennent beaucoup de responsabilités, plus de responsabilités qu'à l'habitude. Elles devenir les têtes des familles. Et parfois, c'est pas seulement en famille, elles prennent les responsabilités les familles autour. Ça, c'est beaucoup de poids sur leur dans les situations de déplacement aussi, on trouve les femmes, elles sortent de les rôles normaux qu'ils ont, s'ils font dans leur village, dans leur ville, ils font des travaux qu'ils ont dans l'habitude, ils n'ont jamais fait, parce qu'ils n'ont pas autre choix. On peut trouver une femme qui veut venir en maçonnerie. On peut trouver des femmes qui essayent de faire le ponçage de pouilles. Les femmes qui essayent de faire le plomberie. Ils voulaient faire beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas autre gens qui prennent ça, mais dans leur situation originale, ça c'est un travail des hommes. Mais maintenant, elles doivent prendre ça elles font ce travail. C'est pour ça aussi, on dit qu'elles sont très vulnérables, mais aussi on dit qu'elles sont très fortes, parce qu'elles peuvent adapter. Quand elles adaptent aussi, les femmes, elles ont vraiment un bon sens, elles savent comment s'organiser. Elles connaissent comment on fait d'associations pour aider un à l'autre et pour faire un projet et nourrir leurs enfants et faire tous les travaux. C'est très fragile, mais aussi, on peut dire, elles sont très fortes. Maintenant, ça c'est dans les situations dans les rurales, mais si les femmes aussi voulaient passer pour les villes, elles ont déménagé, elles ont très déplacé pour les villes. Le problème ici, quand elles voulaient trouver un travail, on va être en face de leur niveau d'éducation. Dans les villes, la plupart des travaux, elle sera OK, elle a besoin de quelqu'un, un niveau d'éducation un peu haut. C'est pour ça qu'elle ne peut pas trouver un travail facile pour eux. Elle peut être dans les travaux mineurs, je n'arrive pas à trouver le mot en français, mais de travaux un peu pas organisés. Et ça, il donne aussi il y a autre qui vient parfois avec. Elles ont aussi dans les méditations, dans les mouvements. Elles ne peuvent pas aussi être libres de déplacer de place à l'autre à cause de la situation de guerre, à côté de la situation de sécurité. L'accès aux sources naturelles et le terre, si vous voulez faire un travail de maraîchage, aussi ça c'est un peu limité. Soit à cause de la chose dans les traditions qui n'ont pas le même accès aux terres comme les hommes, mais aussi parce qu'ils ont déplacé, ils n'ont pas à terre à eux. Ça, c'est on peut dire ça un peu des défis. Il y a plusieurs défis aussi, parfois, et c'est multiple. Si on voulait parler de comment on peut adresser ça. D'abord, c'est le problème si c'est pas un seul problème, c'est plusieurs problèmes qui connectent un à l'autre. C'est pour ça on doit regarder et étudier la situation en général. On doit avoir un partenariat avec les autres acteurs, pas seulement les situations ne peuvent pas être réglées seulement avec l'organisation humanitaire. Elle ne peut pas faire tout ça. On doit avoir des partenariats avec les agents financiers, avec les autorités, avec le développement. Comme ça, il faut un peu lever le niveau de vie pour ces populations. Mais en organisation humanitaire seulement, elle ne peut pas faire tout ça. Elle peut donner un aide pour sauver les vies, un peu améliorer. Oui, il y a des organisations grandes, elles peuvent faire un peu plus grand projet, mais aussi quand le partenariat avec les autres, il ne marche pas.
Aussi, s'il y a une opportunité pour offrir des formations qui sont appropriées pour les femmes de ce région pour être capables d'améliorer leurs travaux, les projets ils ont commencé à faire. Ça sera bon parce que les petites, comme je dis, il y a les femmes, elles ont fait former des associations qui ont commencé à faire des petits travaux. Ces travaux, il faut être un travail d'adaptation et ça c'est le mieux quand donc il y a beaucoup de connaissances déjà sur le ground. On peut regarder c'est quoi la connaissance qui était dans la région et on peut adapter pour adresser les problèmes, améliorer un peu. Donc, on est un peu pris par le temps, mais je pense que si vous pouvez juste résumer, comme ça, on va donner le temps aux participants de poser quelques questions. OK. Oui. C'est presque fini. Mais une chose, on doit inclure les femmes dans la discussion, c'est quoi les solutions. On ne doit pas seulement assumer c'est quoi les solutions pour leurs problèmes, on doit inclure les femmes dans la communauté quand on discute sur les solutions, comment on peut apporter l'aide, comment on peut apporter l'adaptation, quel type d'adaptation, quel type qui va être le plus bien pour eux, et doit avoir leur avis. Ça, c'est... Merci, Madame Raissa. Je pense que vraiment, surtout avec ce contexte de fragilité, comme vous l'avez dit, on ne doit pas donner des leçons, mais plutôt ça doit être l'inverse. On doit les écouter, identifier avec ces femmes les solutions et les aider à les mettre en œuvre. Et je pense, comme vous l'avez dit, la formation est une condition importante pour aider la mise en œuvre de ces activités génératrices de revenus, mais aussi qui luttent aussi contre les changements climatiques. Mais aussi l'aspect holistique. Moi, j'aime bien ce terme parce qu'on ne peut pas tout simplement faire face à ce contexte de fragilité en faisant fi des autres partenaires qui travaillent pour l'amélioration de la condition des femmes. Donc, je pense que c'est une approche qui peut intégrer, qui permet de valoriser davantage le travail des femmes dans ce contexte précis. Donc, je pense que ce panel a été très riche parce qu'on a vu la dimension, l'intégration du genre suivant plusieurs angles, plusieurs perspectives par rapport à la valorisation des connaissances endogènes, la dimension ou bien l'intervention de l'autorité publique pour soutenir davantage les femmes, aussi la dimension de l'entrepreneuriat qui montre un peu, ou bien qui met en exergue la place de la femme dans la mise en œuvre de technologies, et particulièrement la technologie du biodigesteur. Et enfin, la place aussi du genre dans un contexte de fragilité, aussi bien sécuritaire, mais aussi climatique. Donc ça, c'était un panel très riche. Maintenant, pour juste clôturer, avant de clôturer, on voudrait juste ouvrir une session de 5 à 10 minutes. Si vous avez des questions, mais aussi des contributions, parce que tous ceux qui sont là, en tout cas, ont des positions ou bien des contributions qui peuvent être aussi partagées. Donc, on prend une première liste. Je vais noter les noms. Hein? Ahmed Yahya. Ensuite. Arona, du Niger. Et les femmes. Ils sont déjà... Ok, c'est bon, donc il n'y a pas de questions. Ils ont largement partagé les expériences et les recommandations. Maintenant, on va demander aux hommes de nous dire exactement comment ils peuvent contribuer à l'intégration des gens sur les changements climatiques. N'est-ce pas? Donc, on commence par M. Ahmed Yahya de la Mauritanie. D'abord, chapeau aux exposants pour la clarté, la pertinence de leur exposé qui a affiché. Moi, je vois que nous sommes dans une COP qui va pour l'exécution, l'application. Donc, ça veut dire que ça fait longtemps que nous sommes là. Et comme la base est là, donc je vais être assez
assez compliqué. Vous savez, si on analyse l'effet du changement climatique sur la femme, il faut analyser d'abord quels sont les incidences de ce changement climatique. Ce sont des phénomènes extrêmes, soit en cas de sécheresse, soit en cas de conflit. La conséquence, c'est quoi? C'est la destruction des outils de protection, des moyens de protection. Quand les moyens de protection sont détruits, quelle est la conséquence? Les hommes vont aller ailleurs, vont aller chercher et reconstituer le capital qui a été détruit. Qu'est-ce que les femmes font avec toute la pénibilité? Dans un contexte de désertification, ils n'ont pas de bois pour vivre. Dans un contexte où l'eau, eh bien, est potable. Dans un contexte où l'insécurité, où la recherche de l'ensemble des outils pose problème à la femme. Pour nous, et je pense que Wabi en a fait le cas de côté mauritanien, le constat, c'est que chez nous, se développe une prolifération de coopératives mixtes, hommes-femmes. Le constat, c'est que les coopératives dirigées par les femmes, uniquement pour les femmes, sont les plus productives, sont les plus qui s'inscrivent dans l'adulte. Alors, il faut donc rapidement dégager des axes des partenaires, l'ensemble des partenaires doivent voir quels sont les axes qui peuvent aider les femmes dans de ce contexte. J'ai en tête comment les former sur la transformation des produits PNE, PLE, comment les transformer pour les produits maraîchers et les produits agricoles qui se périment, comment les inculquer une façon de les programmer dans le temps, de les organiser, comment les aider à pouvoir, naturellement, la formation est au bout de tout, mais il faut une formation ciblée qui va de la contrainte et qui cherche la solution en donnant les moyens. Merci. M. Ahmed, je pense que c'est plus qu'une contribution. Donc, je passe la parole à M. Aruna. Voilà, merci beaucoup. Je suis Haruna Abarissi, je suis président d'une association d'éleveurs pasteurs du Niger qui s'appelle Association Nord de Noto du Niger à 2 ans. Et je viens m'avoir à celui qui m'a précédé pour féliciter véritablement les panélistes qui ont été vraiment à la hauteur et féliciter la PAD également pour cette étude, en tout cas parce que c'est pour la première fois que je vois une banque en tout cas conduire une activité spécifique au Sahel. Donc je vais mettre l'accent sur ça. Je sais que le CIRS en a fait, mais comme ce n'est pas une banque, donc j'ai dit une banque. J'ai dit, je vais vraiment mettre l'accent sur ça parce que lorsque c'est fait de manière globale en Afrique, nous disons qu'il faut distinguer le Sahel comme entité spécifique en termes d'écosystème fragile. Ça, on l'a toujours dit. Aujourd'hui, que ça concerne le Sahel, nous précisons encore une fois que ce Sahel-là, bien qu'ayant des spécificités et des écosystèmes fragiles, et bien lui-même n'est pas uniforme. Si vous prenez, par exemple, l'isomètre, au-delà de l'isomètre 350 mm, qui est d'ailleurs la partie la plus importante en termes de géographie du Sahel, eh bien, la pratique en termes d'activité productive, c'est surtout le pastoralisme parce que la pluviométrie ne permet pas de faire en tout cas des activités d'agriculture pluviale dans ces zones. C'est pourquoi cette partie du Sahel demeure encore la plus vulnérable dans ce Sahel vulnérable. Donc il va falloir distinguer cela pour pouvoir essayer de voir comment faire pour que cette zone-là soit prise en compte. Parce que, voyez-vous, dans l'intervention du chef du département par intérim, changement climatique, en tout cas, je ne connais pas l'appellation véritable du département, il a bien dit que les femmes n'ont pas accès à la terre. Le seul endroit où peut-être c'est bon, c'est 32%, où je trouve très, très bon. En tout cas, dans certains pays, de par la loi, les zones pastorales, en tout cas les pasteurs, eux, n'ont même pas la terre. Parce que la zone pastorale, c'est pour l'État. Donc, quel que soit ce qui va se passer, l'État en utilise sans dédommagement, sans rien, en tout cas, pour ce qui concerne les documents. Alors, même qu'en zone agricole, quand on va utiliser un espace pour cause d'utilité publique, il y a des dédommagements pour ceux qui sont les propriétaires terrain. Donc, déjà, tout le monde n'a pas la terre là-bas. Alors, que ça va être pour les femmes? Donc, il faut vraiment distinguer cela. Moi, je pense que
c'est bon de conduire ce genre d'études et c'est bien en tout cas de les approfondir. Nous sommes prêts à apporter tout ce que nous pouvons faire pour pouvoir en tout cas contribuer pour la réussite, en tout cas d'éventuelles interventions si la banque est intéressée. Et en termes de propositions, je pense que c'est bon que, comme il l'a dit, mon prédécesseur, de penser véritablement au financement des activités de l'économie verte, parce que dans tous les cas, il y a assez de cueillettes dans ces zones-là, notamment la gomme arabique, beaucoup de fruits et qui peuvent être transformés, qui rapportent en tout cas des choses à ces femmes-là en termes de revenus. Ça, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Autre chose, c'est des formations à la carte, parce que effectivement, il y a ces cueillettes-là, mais aussi, il y a des produits de toujours, ce qui est produit tout le temps, notamment le lait, dans sa transformation, sa conservation et même son écoulement, parce que il y a des stratégies aussi qui manquent dans certains pays. J'ai appris qu'en Mauritanie, il y a une bonne stratégie de collecte et de conservation de lait, c'est vraiment bien. Mais dans d'autres pays comme le Niger, par exemple, il n'y en a pas. Il y a des périodes de haute production de lait où on le verse souvent parce que les animaux sont obligés de quitter les zones de consommation pour cause de dégâts champêtres. Après cela, ça va manquer. Et au moment où ça manquait, c'est en ce moment qu'ils sont là. Donc, c'est pour essayer, en tout cas, de réfléchir sur ce genre de stratégie de collecte de lait, ne serait-ce que dans certains bassins, en tout cas, assez larges en termes de production de lait. Merci beaucoup. Merci encore, cher Aruna. Je pense que encore c'est une contribution très pertinente et qui vient renforcer différentes suggestions, mais aussi recommandations faites par les panélistes. Donc, je pense que c'est le moment, je pense, de remercier encore davantage les panélistes. Donc, je vous demande de les applaudir davantage encore, une fois de plus. Et encore revenir sur quelques éléments de synthèse. D'abord, je pense que l'étude a fait mention, en tout cas, de plusieurs éléments qui concourent à mieux considérer davantage l'intégration du genre dans la réponse des changements climatiques et de façon plus holistique possible. Mais aussi, les interventions ont montré aussi l'importance de la prise en compte et de la valorisation des savoirs endogènes. Et surtout, en mettant en avant une planification qui part de la base, pas une planification dictée par l'État ou bien dictée, mais une planification qui non seulement les savoirs, mais aussi les besoins des femmes. Ensuite, les autorités politiques en Afrique ont fait beaucoup de choses, notamment en favorisant davantage la scolarisation des femmes, parce que vraiment c'est là aussi un levier important pour renforcer davantage la capacité d'autonomisation des femmes et pour mieux lutter contre les changements climatiques. Mais je pense que ce qui est apparu dans les différentes interventions, c'est l'importance de la formation. C'est important, mais une formation qui intègre encore une fois de plus le besoin, mais sur toute la chaîne, pas seulement une formation sur la production, mais de la production jusqu'à la commercialisation. Et l'autre élément dans l'appui, c'est, en plus de la formation, c'est l'accès à la financement. Je pense que M. Akandou l'a dit tantôt, le genre est considéré comme étant un levier d'action, d'investissement pour l'emploi. Je pense qu'à ce niveau, il y a en tout cas des opportunités pour mieux développer davantage l'économie verte, notamment sur l'intégration des énergies renouvelables, mais aussi les produits forestiers non linéaires. Donc là, je pense que c'est important à considérer. Et en termes de mécanismes, il y a des exemples vraiment probants qui sont là et qui peuvent être mis à échelle au niveau de l'Afrique, notamment l'approche marchande du déploiement des technologies. Parce qu'il faut le dire, si on attend toujours de l'État ou bien des bailleurs, parfois on aura du mal à déployer ces technologies. Même si cette technologie est mature, éprouvée, il faudra toujours mettre en avant l'approche marchande pour mettre à échelle, faciliter la mise à échelle de ces technologies. Et il y a déjà des ingrédients. Mais pour pouvoir le faire, il faut davantage faciliter l'accès à l'information. C'est un élément central pour en tout cas renforcer davantage la résilience de ces femmes. Et enfin,
l'intervention de Ahmed aussi de Arona a encore mis en avant les facteurs de vulnérabilité, aussi bien socio-économiques et climatiques que subissent ces femmes. Donc, il va falloir, dans les stratégies, les politiques et les projets, considérer davantage leur rôle en tant que détentrice bien gestionnaire des connaissances, mais aussi leur rôle en tant qu'acteur dans la lutte contre le changement climatique. Donc, je pense que M. Alhamdou, pour clôture, si c'est pas si vous avez encore quelques éléments de réflexion, d'orientation, c'est bon. Donc, sur ce, on remercie l'ensemble des panélistes, des participants, pour avoir commandé de vraiment cette session. Merci encore. Vous êtes invité à prendre